réveil à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être là, d'avoir émergé de votre grasse matinée du dimanche matin. C'est un plaisir de vous retrouver sur Média TV dans On se dit tout et on y va sans plus tarder avec notre sommaire. On commence par quoi le dimanche? On commence par le développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de couple et surtout d'entente conjugale. Les détails dans quelques instants. Ensuite, on s'intéressera aux enfants, à ces enfants qui souffrent de dyslexie, de troubles 10 de façon un peu plus générale. Comment les aider à la maison, en dehors d'un cabinet médical, les conseils d'une spécialiste. Nous avons testé pour vous aujourd'hui le yoga, un vrai cours de yoga, un vrai test pour vous, pour nos téléspectateurs dont on se dit tout. Et puis on finira par l'interview santé, un sujet très délicat mais vraiment important, très nécessaire, cette relation médecin-patient dans le cadre d'une maladie cancéreuse. En tout cas, bienvenue à vous, merci d'avoir choisi Média TV et je retrouve mes invités pour vous. À tout de suite. Allez, un petit déjeuner du dimanche matin en famille, avec la famille dont Dito sur Média TV. Toute l'équipe en régie vous salue chaleureusement. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Je reçois pour vous ce matin Sarah Hay, orthophoniste. Bonjour Sarah. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Et avec vous, justement, en dehors du cabinet d'orthophoniste, comment aider les enfants souffrant de 10, de troubles 10, comment les aider à la maison et quel rôle on peut jouer en tant que parent. Donc on va voir tout cela dans quelques instants avec vous. Yasmine Audriri, bonjour Yasmine. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes coach vie privée et managériale. Oui. Et avec vous, justement, l'entente conjugale, qu'est-ce que c'est exactement? Ces rouages, eh bien, vous nous direz tout. Vous avez sûrement les secrets de cette belle entente conjugale. À vos côtés, docteur Hossam Haddad, médecin oncologue. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. C'est moi un qui vous plaisir de vous remercie. avoir. Merci beaucoup. Et d'avoir fait le déplacement depuis Tanger pour un sujet qui vous tient à cœur, à savoir cette relation patient-malade dans le cadre de la pathologie maladie cancéreuse, qui est une maladie aujourd'hui reconnue comme étant une maladie chronique, donc qui dure sur le temps. Tout à fait. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir tous. C'est à moi le plaisir. On commence par quoi? On commence par l'entente dans le couple et ça, c'est notre sujet avec vous, Yasmina Audriri. Coach vie privée, managériale, Yasmina Audriri, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bien s'entendre dans son couple, qu'est-ce que ça veut dire? Avant de nous répondre à la question, on va voir ce qu'en pensent les personnes que nous avons rencontrées dans la rue. Accepter les défauts de l'autre et aller de l'avant. Il faut de la patience pour pouvoir construire par la suite et fonder une famille et vivre en paix. Le respect, la confiance, c'est primordial. Après, et l'amour, bien sûr. Et puis le reste, ça vient. Bon, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est les bases. Si on a ça, je pense que ça on peut aller loin. Il faut bien réfléchir avant de se marier. Prendre le temps de se marier, de se connaître, s'éprouver. Alors pour bien s'entendre, il faut déjà s'entendre avant sur toutes les questions d'argent, des enfants, l'éducation. Et il faut aimer pour pouvoir être aimé. Il faut du temps pour s'entendre, il faut des concessions, et il faut la confiance, et il faut apparemment beaucoup de choses. Alors justement, Yasmina Audriri, vous êtes coach vie privée managériale. Oui. Est-ce qu'à chacun sa sauce? Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une sauce, est-ce qu'il y a une formule? Il y a plutôt des règles de base qu'il va falloir respecter. Et ces règles de base, en général, on les détecte avant le mariage. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, comme l'a dit le monsieur sur le micro-trottoir. Donc, si on va sur les règles de base, si vous voulez une formule, il y en a peut-être 6. D'abord, la tolérance et le respect des différences. Si je donne un exemple, je tombe sur un mari qui ne parle pas, ou un partenaire qui ne parle pas, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Le faire changer serait difficile. L'accepter ou aller vers lui serait peut-être le plus facile. J'ai donné juste un exemple métaphorique par rapport aux différences qui font l'un et l'autre. Le sens des valeurs. Si on va vers les valeurs, elles sont importantes. Elles sont importantes, il faut les connaître avant le mariage, comme la confiance, le mensonge. Est-ce que je peux vivre avec quelqu'un qui ment? Est-ce que je peux vivre avec quelqu'un auquel je ne ferai pas confiance? C'est très important de savoir ça. Il faut se poser beaucoup de questions? Il faut se dire tout.
Il faut se poser à soi d'abord beaucoup de questions. Il faut d'abord se connaître. Bien entendu. Mais est-ce qu'on se connaît, Yasmina Oudrihari? Très difficile des fois. Très difficile des fois parce que des fois, on se cache derrière ou une façade, ou derrière une carapace, ou derrière des deuils qui n'ont pas été faits, derrière beaucoup de choses. Personnellement, je n'ai commencé à me connaître une fois que j'ai commencé à faire le développement personnel. Donc, ce qui me donne un parcours de vie complètement différent par rapport à ce que j'ai aspiré avant ou ce que j'ai fait. Donc, l'intimité est importante. Il y a certaines choses qui doivent se régler dans l'intimité. Ensuite, il y a les paroles partagées. Quand je dis paroles partagées, le non-dit peut être très dangereux dans la vie de couple. L'homme ou la femme ne sont pas supposés deviner ce qui se passe dans la tête si on ne le dit pas. Donc, il va Mais ça, c'est un gros problème de couple aussi. Il est supposé me comprendre, elle est supposée savoir ce que j'aime, on se connaît suffisamment, on vit ensemble, on est mariés depuis 10 ans, 15 ans, elle me connaît, il me connaît. Croyez-moi, la plupart des problématiques que je rencontre, c'est vraiment à cause des non-dits. Et le non-dit peut être très dangereux. On n'est pas supposé lire ce qui se passe dans ma tête ou ce qui se passe dans la tête de mon conjoint. Il y a des choses, il y a des frustrations, il y a des peurs, il y a énormément de choses que l'on règle une fois qu'on les dit. Il ne faut pas avoir peur de dire. D'où vient la sixième chose, c'est l'amitié dans le couple. Notre ami, on se permet de tout lui dire. Si personnellement j'appelle une amie pour lui dire par rapport à mes peurs et je n'ose pas le dire à mon partenaire, c'est qu'il y a un décalage. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut se poser cette question. Par exemple, les téléspectateurs qui sont avec nous et qui regardent cette émission, peut-être en couple, doivent se poser d'abord la question avec eux-mêmes. Bien sûr. Est-ce que j'arrive à tout lui dire? Bien sûr. Est-ce qu'il faut tout se dire? Il faut tout se dire. Il faut pouvoir absolument tout se dire. Et c'est de là où on crée d'abord un lien d'amitié, un lien de confiance, un lien de peur, le peur du rejet, le peur de l'abandon. Si je lui dis ça, est-ce qu'il va m'abandonner? Est-ce qu'il va vouloir partir? Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On ne peut pas vivre dans une peur permanente ou une peur constante. Le peur de l'abandon est une chose qu'il va falloir régler, ou la régler à deux, ou la régler d'une manière individuelle. Bon, ce que je viens d'énumérer, ce sont peut-être absolument toutes les choses qu'on doit englober, mais il va falloir les mettre sur le tapis de temps en temps. Et aussi le partage des rêves et des projets. Le partage? Des rêves et des projets. Un couple qui n'a pas de rêve, un couple qui n'a pas de projet ensemble. À deux. C'est important. Je peux avoir un projet professionnel important pour moi et mon mari de son côté, mais ne pas avoir quelque chose à deux peut-être ne pas garder le petit piment dans le couple. Comme, par exemple, tout claquer et partir vivre sur une île ou une autre vie dans 30 ans. Je donne des exemples. C'est un rêve. Exemple. Mais le rêve, ça veut dire le mettre en pratique? Le mettre en pratique. Oui, tout claquer, partir vivre... Peut-être, ça peut être ça, comme ça peut être avoir 4 enfants, aller faire le tour du Maroc en caravane. Ou... Ça peut être vraiment de petites choses, comme ça peut être de grandes choses. Mais c'est en même temps quelque chose qui gardera une très belle discussion autour d'un dîner, une très belle discussion autour d'une balade et partager des choses ensemble. Et pas uniquement les problématiques... Des problématiques du quotidien. quotidien. Qui voudra vivre uniquement dans les problématiques du quotidien? Donc l'entente conjugale, pour vous, ça passe aussi par un peu de folie, de rêve? Bien sûr. C'est ça? Mais bien sûr. Le petit piment de Yasmina Oudrihari. Ça rend la beauté de la chose, effectivement. Alors, docteur Hussam Haddad, justement, vous voyez tout plaquer, partir faire le tour du monde ou aller vivre sur une île avec votre époux? Pourquoi? D'abord parce que j'ai des enfants en bas âge. Donc, vous emmenez tout le monde? Prends tout le monde. Un projet de couple aussi. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que disait Yasmina Oudrihari à l'instant? Oui, effectivement, parce que il faut beaucoup de paroles dans le couple. Il faut que le couple se parle. Et surtout quand le travail fait des divergences, il faut que le couple ait des points de convergence. Autre que les enfants, il faut qu'il y ait des rêves, comme elle a dit, à moyen et à long terme aussi. Votre rêve à vous? On peut vous poser la question? Il y a des rêves... Votre rêve de couple? De voir mes enfants avoir un avenir superbe. Super. Salah Oudrihari, tout claquer ou embarquer les enfants aussi? Aller faire le tour du Maroc, le tour du monde? Tout claquer en étant après la retraite, oui, pourquoi pas. J'espère que ça va être une folie à deux. Oui, je suis une personne qui aime beaucoup les voyages, mon mari aussi, donc oui, pourquoi pas. C'est un ciment pour vous deux? Oui. Quand on espère, donc on a des projets, on est encore jeune, mais on espère encore... Et le rêve de votre couple, ça serait quoi? Une stabilité, ça c'est le rêve de tout le monde, et puis forcément une grande maison dans la plage où on peut tout se permettre.
Ça vous parle, ce genre de projet, Yasmina? Absolument. J'ai même quelques amis qui ont pris leurs enfants de bas âge. Ils sont partis en caravane et je leur tire chapeau par rapport à ça. Comme ça peut être des rêves beaucoup plus simples. Vieillir ensemble à deux dans une ça vous parle, ça, Dr Hussam Haddad? Vous acquiescez, oui. Vieillir ensemble, c'est un rêve pour vous? C'est très important. Oui. C'est très romantique quand même. Tout à fait. Très beau, et ça devrait dépasser le stade du romantisme. Ça devrait être quelque chose qui est plutôt concrétisable et faisable du moment où on se met en action pour pouvoir le faire. Parfait. Eh bien, on a aussi des questions pour vous de la part de nos téléspectateurs. On regarde tout de suite ce que on nous propose. Alors, l'entente doit-elle se baser uniquement sur le respect et la confiance, Yasmina Audrey? Pas uniquement, mais primordialement, oui. C'est très important. Le respect et la confiance, ce sont des valeurs que je ne pense pas que quelqu'un pourrait faire une concession par rapport à ça. Une fois que le respect n'est pas là, il y a automatiquement une personne dans le couple qui est blessée. On peut manquer de respect de plusieurs manières. Je ne vais pas énumérer les choses. Chacun d'entre nous doit avoir éventuellement senti ce que ça fait un manque de respect. La confiance aussi. La confiance, cela entraîne jalousie, beaucoup de questions, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Si ces deux grands paramètres manquent, il y a un dead end. C'est vrai. Il y a un dead end. C'est là où on peut peut-être pas faire demi-tour. C'est malheureusement là où on ne peut pas faire demi-tour. C'est surtout le respect et la confiance. Ce sont les règles de base. C'est les deux piliers principaux. Absolument. On a une autre question. On regarde. Alors, l'harmonie dans le couple passe-t-elle par le compromis? Absolument. C'est important. C'est important. Alors, il y a le compromis, il y a la concession. Ce sont deux choses complètement différentes et qui se rejoignent. C'est un bon sujet d'émission d'ailleurs. Je note compromis et concession. Et concession. Donc là, quand on parle compromis et concession, il y a certaines personnes qui ne font pas la différence. Faire une concession sur quelque chose, c'est-à-dire la laisser tomber complètement parce que je suis en couple. Et il y a des choses qui ne sont parfaitement importantes, comme faire du sport, faire du vélo, aller à la plage. Mon mari n'aime pas y aller, donc j'ai complètement laissé tomber ça. Pour lui. Pour lui. Et là, ça me rend malheureuse quelque part. Ça, c'est une concession. Ça, c'est une concession. Compromis, mon mari n'aime pas aller à la plage. Lui, il aime aller à la montagne. Ben, on fera une semaine à la plage ensemble et une semaine à la montagne ensemble. C'est ça le genre de compromis. Encore une fois, je donne des métaphores. Bien sûr. Le risque aussi du compromis, c'est qu'au départ, avec le coup de foudre, on se dit c'est pas grave pour lui, je laisse tomber. Mais au bout de quelques années, ça ne revient directement. C'est ça, absolument. Yasmina Audrey, vous prenez votre ticket de retour? Oui. De l'émission? Oui. Parfait. Vous êtes coach vie privée et managériale. On fera entre autres avec vous compromis et concession. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on passe à quoi? On passe à ces enfants qui ont des troubles 10. C'est une souffrance pour eux. Et ils se font accompagner par des spécialistes, notamment des orthophonistes. Vous êtes avec nous, Salah Hay, vous êtes orthophoniste. Mais beaucoup se joue aussi à la maison avec les parents. Et c'est ce qu'on va essayer de développer avec vous dans notre rubrique Bien-être enfants et ados. Salah Hay, merci beaucoup d'être là. Vous êtes orthophoniste et cet accompagnement à la maison pour les enfants atteints de troubles 10, est-ce que, en effet, c'est un ciment important de la prise en charge? Eh bien, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants, mais juste avant, un petit reportage. Les troubles 10, connus également sous le nom des troubles d'apprentissage, sont des troubles qui apparaissent durant la scolarité de l'enfant. Parmi les troubles d'apprentissage, nous avons la dyslexie, qui est un trouble spécifique d'acquisition de la lecture. Donc, son diagnostic ne peut être posé qu'après un certain temps d'apprentissage. Nous avons aussi la dysorthographie, qui est une difficulté sur le plan de l'orthographe et qui est généralement associée à la dyslexie. Nous avons aussi la dysgraphie, qui est un trouble de l'écriture. Donc, l'enfant ne parvient pas à coordonner son écriture. Nous avons également la dyscalculie, qui est un trouble des activités numériques. Donc l'enfant a des difficultés sur le plan des opérations numériques, mais aussi au niveau du raisonnement logico-mathématique. Et enfin la dyspraxie. Donc la dyspraxie, elle est d'origine neurologique, elle apparaît dès la naissance et l'enfant il a une difficulté à coordonner et à exécuter un geste moteur. Actuellement dans la société marocaine, les parents d'enfants 10 sont de plus en plus sensibilisés à ces troubles-là et le corps professoral également. Ça facilite le travail pour l'orthophoniste qui ne travaille pas seul, mais qui travaille avec une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en charge cet enfant-là qui est en difficulté, mais aussi prendre en charge ses parents.
Donc voilà, une équipe pluridisciplinaire importante dans la prise en charge de ces enfants souffrant de troubles 10. Et on en parle avec vous, Sarah Hay. Comment aider ces enfants à la maison? C'est ce qui est aussi important. Alors, ça a été résumé dans l'interview à l'instant. Il y a 5 troubles 10, entre autres la dyslexie et la dysorthographie, je vais y arriver, comme quoi c'est compliqué pour tout le monde. Et en fait, les deux vont de pair. Et aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à ces deux parce que c'est les plus courants, absolument les plus fréquents. Les plus connus, les plus connus. Les autres troubles aussi sont courants, mais aujourd'hui, les diagnostics sont beaucoup plus au niveau de la dyslexie, dysorthographie. Qui vont ensemble. Qui vont ensemble, et parce que les autres troubles, eux aussi, causent la dyslexie, dysorthographie. Donc, c'est toujours présent. Ce sont les deux troubles qui vont être toujours présents dans ces troubles 10. OK. Alors, on va partir du principe que le diagnostic a été posé par le spécialiste. Et la prise en charge démarre. De quoi cet enfant a-t-il besoin? Alors, il faut d'abord qu'on comprenne le trouble en lui-même. Il faut que les parents essayent de comprendre ce que c'est ce trouble-là et qu'est-ce qui cause par rapport à la personnalité de l'enfant, par rapport à son vécu, soit à l'école, soit à la maison. Parce qu'une fois on décortique un petit peu les difficultés qu'engendre cette pathologie ou cette difficulté-là, ben, après, on peut y arriver facilement. Okay. Donc d'abord comprendre. Oui. Comprendre pour les parents. Exactement. Et pour l'enfant aussi. Est-ce qu'il faut expliquer à l'enfant ce qu'il a? Ça dépend des cas. Écoutez, des fois au cabinet, des fois on est amené à... Généralement, moi, je préfère expliquer à l'enfant, surtout quand il est en âge... Il faut savoir que la dyslexie, dysorthographie, on l'avait déjà dit. Déjà, le diagnostic, il est posé en fin de CE1. Donc, l'enfant, il a vers les 8 ans. Donc, forcément, il commence à comprendre. Alors, on préfère expliquer. Il y a des fois où les enfants se sentent un peu stigmatisés par rapport à l'école, par rapport aux copains, par rapport à leur vécu. Ils sont un petit peu sensibles psychologiquement. Et donc, des fois, là, on prend un petit peu, on pèse un peu le pour et le contre. OK. Maintenant, ces parents d'enfants souffrant de troubles 10, qu'est-ce qu'ils doivent faire à la maison? Alors, la première chose qu'on conseille aux parents, déjà après la compréhension, bien sûr, c'est qu'il faut gérer le temps de l'enfant. Il ne faut pas se focaliser que sur les tâches scolaires. C'est important qu'on puisse expliquer à l'enfant qu'il ne vaut pas que les notes qu'il a en classe. Okay. Qu'il y a d'autres choses à faire, à part étudier. Mais ça, il y a les parents aussi doivent l'absorber. Oui, bien sûr. C'est que quand on dit que l'enfant est dyslexique, dysorthographique, ne veut pas dire forcément qu'il ne va pas réussir l'école. Il va réussir l'école, il aura son bac, celui qui est très important aux yeux des parents, mais il va faire des études supérieures aussi. Ça veut dire que ce n'est pas un frein pour une évolution scolaire et une évolution professionnelle. Mais il a besoin de quoi? De créer détournement. De détournement. C'est-à-dire il a besoin. Au niveau des détournements, ça se passe au niveau de la rééducation. On fait des détournements, on fait un système de compensation. Neurologique, instrumental, tout ce qui est en rapport avec le scolaire. Alors, et les parents à la maison, ils font quoi? Alors les parents à la maison, ce que l'on conseille, c'est le temps de devoir. C'est ça ce qui est important, c'est ce qui revient le plus. C'est que mon enfant, comment je fais au niveau des devoirs? Alors les devoirs, généralement, on conseille de faire un petit programme. L'heure de début, c'est ça. Il faut faire des pauses parce qu'on a des parents qui passent 2 heures, 3 heures d'affilée sur les devoirs. C'est pas possible. C'est épuisant pour l'enfant, c'est épuisant pour le parent. Et ça casse la relation enfant-parent. C'est important qu'il garde une relation mère ou père et enfant. C'est très, très important. Alors, il faut un programme. Généralement, quand la dyslexie, dysorthographie est un petit peu importante avec des troubles de concentration, d'attention, on conseille de faire après 20 minutes, 25 minutes, faire des pauses de 5 minutes où l'enfant peut faire ce qu'il veut pour qu'il puisse un petit peu se ressourcer et revenir encore une fois. Il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire. Il faut savoir ce qu'il peut faire. Il faut savoir ses limites. Il faut comprendre ses limites. Mais ça, c'est vous, la spécialiste, qui guidez les parents? Bien sûr. Alors, il faut savoir que la grande partie de la rééducation et de la prise en charge orthophonique en elle-même, ou bien psychologique et neuropsychologique quand elle est recommandée, c'est de faire une guidance parentale où on explique aux parents, voilà comment il faut faire. Et ça ne se fait pas au cours d'une séance ou 2 séances, ça se fait pendant toute la prise en charge. Avec l'évolution qu'aura l'enfant, on évoluera en dépit de ses résultats à lui. Alors, est-ce qu'on peut amener un enfant souffrant de trouble 10 à une autonomie de travail à la maison? Bien sûr, c'est réalisable. C'est-à-dire que les parents vont beaucoup investir au début, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on peut lâcher cet enfant? Alors, effectivement, généralement, c'est ça. C'est ce qui doit se passer. Alors, le but de la rééducation n'est pas que d'être là toujours derrière l'enfant, parce qu'on ne va faire que l'étayer. Le but de la rééducation, de la prise en charge, de la guidance parentale et des parents, c'est de pousser l'enfant à acquérir une certaine autonomie à un certain âge, selon ses capacités, tout en y allant mollo. C'est-à-dire que je ne vais pas lui demander, aujourd'hui, on a eu le diagnostic, après 1 mois, 2 mois, on va se dire,
ben, il ne travaille pas encore tout seul. Non, okay. ce n'est pas possible. On a besoin de temps. C'est des choses cognitives, c'est des choses cérébrales. Le cerveau humain, il est impressionnant. On a besoin de temps. L'enfant a besoin de temps. La rééducation prend du temps. Mais est-ce qu'on a besoin aussi de temporiser les exigences de l'école? Effectivement. Alors ça, c'est un point très, très important parce que le troisième rôle qu'on a, c'est au niveau scolaire, c'est au niveau de l'école. Alors généralement, on est amené à faire des réunions pédagogiques avec les écoles, avec la maîtresse, avec les gens qui sont un petit peu responsables, pour qu'on puisse leur dire, aujourd'hui, voilà, cet enfant souffre de ça et de ça et de ça. On a besoin de faire ça et ça et ça. On a besoin de l'alléger au niveau de cette chose et on a besoin de le garder dans le même niveau que les autres enfants. Il peut faire ça, donc on garde. Il ne peut pas faire ça, alors on aménage. C'est ça, les aménagements scolaires qu'on propose. Et ça existe? Oui, effectivement. Ça existe. Il y a des écoles qui sont beaucoup plus réticentes que d'autres, mais là, on est en train de se battre pour que ça puisse un petit peu être généralisé et que ça puisse, parce que c'est un droit. Il faut savoir que les aménagements scolaires sont un droit qui sont imposés au niveau des écoles. D'accord, un droit dans tous les établissements. En principe. En principe, oui. À faire respecter. À faire respecter. Et bien sûr, ce n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas en bras de fer avec les écoles. Non, on est là pour qu'ils nous aident et pour que nous, on puisse aider cet enfant. Donc, on est dans les compromis, si on veut dire. On essaye de faire des choses qu'ils peuvent, eux, faire et on aide là où on peut aider nous. C'est des enfants qui vont se sentir beaucoup mieux dans leur peau après. Oui. Quand on englobe l'enfant et quand on l'entoure en étant tous d'accord sur le même principe, sur la même voie, sur la même manière de prendre en charge l'enfant, ça ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Eh bien, merci beaucoup, Salah Hay, pour toutes ces explications. Merci. Maintenant, peut-être que nos intervenants ont aussi une question par rapport à cela. Docteur Hussam Haddad, vous êtes interpellé par le sujet? Oui, énormément. Parce que le problème, c'est que c'est des enfants qui... on a toujours peur pour nos enfants et on se dit, est-ce que c'est des enfants qui auront par la suite des difficultés scolaires? Et vous avez justement répondu que c'est des enfants qui peuvent faire des études supérieures. Certes, il y a cette étiquette qui va... Et puis, sociétale, malheureusement, qui leur colle, mais... En fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de souligner aux parents que c'est des enfants. Déjà, on ne pose jamais le diagnostic sans pour autant être sûr qu'intellectuellement, l'intelligence, elle est préservée. Donc, c'est des enfants qui sont, des fois, sur-intelligents et intelligents. Donc, on ne parle pas de dyslexie quand les enfants ont des difficultés intellectuelles. Donc, forcément, l'intelligence est là. Il n'y a pas pourquoi l'enfant ne va pas évoluer. Il évoluera, il a besoin juste de temps et de moins d'exigences parentales surtout. Yasmina Oudridi, c'est aussi si on ne s'entend pas au niveau du couple pour aider cet enfant, c'est aussi un problème. Mais bien entendu. Jusqu'au moment, parce que ça m'a interpellée, il y a certaines choses que Sarah a dit qui m'ont interpellée par rapport à l'interprétation de cette pathologie-là dans le couple elle-même. Si éventuellement un parent, plus qu'un autre, lui donne beaucoup plus d'importance ou vice-versa, et ça devient un sujet de dispute, où il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de n'importe quoi, ou ça devient juste un sujet où ça devient uniquement ancré sur l'enfant et on oublie le couple. Sur les côtés, on se retrouve en train de partir vers cette pathologie-là, mais tous les deux, mais ça sera à trois. Le couple aussi, le couple qui est pour moi un troisième élément, 1 plus 1 égale à 3, le troisième élément part aussi vers ça. Et c'est ça le danger. Donc l'accompagnement des parents, moi je trouve qu'il est aussi primordial dans ce genre de situation. Alors, est-ce que c'est une pathologie? C'est l'une des questions aussi qui est posée. On va en parler juste après une courte pause. À tout de suite. Allez, on espère vraiment que vous êtes bien installés ce dimanche matin, que vous profitez au maximum de votre grasse matinée. Grasse matinée, non, c'est fini, mais on va dire, on traîne, on aime bien traîner le dimanche matin et même devant la télé, on se permet 1 heure avec On se dit tout sur Médien TV. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance. On espère que vous passez d'agréables moments avec nous. Je suis en compagnie de Salah Hay, orthophoniste, Yasmina Oudridi, coach, et Dr Hussam Haddad, médecin. Différents sujets, différentes problématiques. Sans oublier aussi une capsule qui est très importante. On a testé pour vous un vrai cours de yoga et ça arrive dans quelques instants. Allez, il ne faut pas que je bouffe mes minutes parce que je suis en train de les consommer avec trop de blabla. On revient sur notre sujet d'enfants 10, on les appelle comme ça, les enfants 10, souffrant de troubles 10. Ce qu'on disait, c'est comment les accompagner à la maison. Ça, c'était pendant la première partie. Là, on a les questions des téléspectateurs. On y va. Alors, on a une première question. Mère d'un enfant dyslexique, je n'arrive pas à m'enlever l'idée que je suis en partie responsable. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout.
Pas du tout, alors là, pas du tout, pas du tout. Il faut savoir que la cause aujourd'hui des troubles 10 ne sont pas encore connues, mais on parle beaucoup d'hypothèses qui sont neurologiques, d'hypothèses qui sont des fois héréditaires, qui ne sont pas encore prouvées, mais ça n'a rien à voir ni avec l'éducation. Les parents culpabilisent. Oui, c'est la première question généralement à laquelle on est confronté au cabinet, c'est que non, c'est pas à cause de vous, ça ne peut pas être à cause de vous, c'est des petites, c'est comme ça, il y a des troubles qui apparaissent chez les enfants, il y a des sensibilités chez des enfants et pas chez d'autres. Mais ça doit être un gros moment d'émotion, oui, cette question. Bien sûr, mais la grosse émotion, c'est quand on prend un petit peu, on se retrousse les manches et puis quand on bosse et que l'enfant après il réussisse. Ça, c'est un moment d'émotion. C'est vrai. Moi, ça, c'est gagné. Ça. Ouais. Une autre question? On y va. Alors, un enfant atteint de trouble 10 est-il considéré comme anormal? Alors là, non. J'aime beaucoup les noms aujourd'hui. Alors, un enfant avec trouble 10 en général, c'est un enfant qui a des besoins spécifiques qui sont en rapport avec tout ce qui est scolaire. Ni plus ni moins. C'est pas un handicap, c'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas handicapant dans la mesure où il est pris en charge, l'école comprend et tout ça. Ça ne peut pas l'handicaper. C'est des enfants qui évoluent très très bien, qui font leur activité, qui sortent, tout est normal. Donc, on ne peut pas dire que c'est anormal. Il n'y a pas de raison pour dire que c'est anormal. C'est une pathologie? Non. C'est un trouble. C'est un trouble. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est un trouble qui persiste dans le temps, mais c'est un trouble qui est remédiable avec une compensation, avec une remédiation cognitive. Avec et puis après, les enfants s'en débarrassent. Ils s'en débarrassent, ils gardent des signes pour être clairs. Mais ils gagnent en contournement. Mais voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Hay, d'avoir été avec nous. On continue l'émission ensemble parce que vous passez en fait d'expert à chroniqueur avec moi à faire l'émission. Et on va retrouver tout de suite justement un super chroniqueur, Nabil, qui est parti tester un vrai cours de yoga. Pour nous, on a testé pour vous, c'est tout de suite. Salut Yasmine et bonjour à tous. Qui n'a jamais vécu un coup de stress dans sa journée? Et chacun sa méthode pour décompresser. Aujourd'hui, je teste pour vous un cours de yoga. Il s'agit d'un sport pour certains, une philosophie de vie même pour d'autres. En tout cas, il paraîtrait que c'est une pratique efficace pour lutter contre le stress. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai un cours qui m'attend. On se retrouve à l'intérieur. Bonjour Gaël. Bonjour Nabil. Merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Alors, tu es gérant et coach de yoga. Oui, en effet. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir un peu ce que c'est que le yoga? Brièvement, le yoga, ça permet à travers techniques de pranayama et les asanas, donc les postures de yoga, de pouvoir lier l'esprit et le corps. Et si tu avais un ou deux petits conseils pour des débutants? Mon premier conseil, c'est déjà de s'asseoir avec un professeur afin de déterminer quels sont les cours qui seront destinés pour cette personne. Et aussi dans un deuxième temps, de commencer avec des cours qui sont vraiment axés sur la relaxation, sur les étirements en profondeur dans lesquels les personnes n'auront aucun mal à suivre. Je t'invite à me suivre pour qu'on puisse essayer quelques asanas et voir comment tu t'en sors. Allez, c'est parti. Alors par contre, on va commencer, Gaël. On va commencer avec la posture du chien tête en bas qui est une posture de base. Donc vous allez poser les mains au sol. Vous allez séparer les 5 doigts de chaque main pour avoir une bonne prise sur le sol. Vous allez lever les hanches vers le ciel pour ressembler à la lettre V inversée. Vous voulez complètement relâcher la nuque pour éviter toutes les tensions au niveau des cervicales. Vous allez séparer les pieds distance des hanches. Donc, là, je sens que ça tire. Ça tire et ouais, c'est ça qu'il faut. Magnifique. Bien sûr, là, vous êtes en train de bien muscler vos épaules. Vous allez pouvoir aussi améliorer tout votre système digestif. Okay. Donc on va enchaîner avec une posture qui s'appelle la fente. Vous allez inspirer, tendre la jambe droite vers le ciel. Monte sur la pointe des pieds du pied gauche. Ramène le genou droit vers ton nez. Tu peux t'aider de la main droite pour avancer ton pied et tends les bras vers le ciel. Essaie d'avancer ton pied droit un petit peu plus vers l'avant pour bien aligner le genou avec la cheville. Os contre os, tu auras une meilleure stabilité. On veut garder les bras tendus mais les épaules relâchées. La jambe gauche est bien tendue. On va enchaîner avec le guerrier 2. Pose ton talon gauche au sol et ramène les 2 bras parallèles au sol. Maintenant, fléchis le genou droit pour avoir ton genou aligné avec ta cheville. Garde les 2 bras tendus, les paumes de main face au sol. On est solide. Regarde le bout des doigts de la main droite. Good job. On va enchaîner avec un reverse. Tu vas ramener la main gauche sur la jambe gauche, tendre le bras droit vers l'arrière de la salle. Regardez la paume de ta main. Sentir un bel étirement sur tout le côté droit du corps. Ouvre ta cage thoracique sans cette ouverture. Inspire et sur chaque expiration, essaie juste de relax. Et tu peux revenir, ramener les bras parallèles au sol.
saute les pieds entre les mains. Good, et remonte. Et moi qui croyais que ça allait être une partie de plaisir. C'est pour ça qu'on appelle le yoga une discipline et pas un sport. C'est vraiment parce que c'est quelque chose qui se pratique sur la vie. Et l'instrument ici, c'est nous-mêmes. Donc tout le temps, on pense à utiliser du matériel pour se muscler ou pour faire quoi que ce soit. Rassure-moi, ça, c'est les postures les plus complexes. Ça, c'est les postures les plus basiques. Ah ouais. En tout cas, merci Gabe pour cette séance. Merci à toi d'être venu. J'espère que tu continueras à pratiquer. Ah, ça, c'est sûr. Après une bonne douche, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. J'avoue que j'avais quelques petites appréhensions par rapport à cette pratique. Mais à la fin de la séance, j'ai été agréablement surpris. C'était intense, physique. En même temps, je me suis senti relaxé, détendu. Et je sens que j'ai même rechargé mes batteries. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'On l'a testé pour vous. Sur ce, prenez soin de vous. Namasté. Namasté Nabil, merci beaucoup. En tout cas ici, ça faisait beaucoup réagir parce que apparemment, on s'attendait pas du tout à ça comme yoga, docteur Hussam Haddad. Effectivement, on s'attendait à une position zen de quelqu'un qui est relax. Et là, il y a beaucoup de mouvements. Il y a Nabil beaucoup de transpiration. Beaucoup, effectivement. Il y a Nabil qui transpirait à fond. Mais à la fin, il dit que c'est relaxant. Oui, à fond. C'est vrai? Bien sûr. Surtout par rapport à notre sujet. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Par rapport à notre spécialité aussi, qui est trop stressante et donc on a de temps en temps besoin de relaxer. Exactement, mais vous imaginez décompresser comme ça, en sueur comme ça? Pourquoi pas? Si ça a un effet positif, pourquoi pas? C'est vrai. Sarah? Il faut voir la suite. Hein. Sur le coup, quoi, on a testé pour vous le lendemain de on a testé pour vous. Il faut me dire après les muscles comment ça va et tout. Bien. Ouais, bah oui, apparemment. Mais c'est vrai, il faut savoir qu'en orthophonie, on s'influence un petit peu du yoga parce qu'il y a des disciplines, on fait de la rééducation de la voix et tout ça. Et on fait des étirements, la respiration. Mais vous, est-ce que ça vous plairait un cours pareil? Moi, j'ai essayé, mais ça m'a pas trop, franchement. Yasmina, ça m'a pas relâché. J'en ai pas mal fait. J'en ai pas mal fait de yoga. Vous sortez comme ça? Absolument. J'ai même fait pire, c'est que je faisais du Bikram yoga, qui est une discipline de yoga dans des chambres chauffées à 40 degrés. Donc, avant déjà d'entamer le cours, on transpire déjà. Mais le plus beau, l'effet dans le yoga en général, que ce soit Bikram ou autre, c'est le après. C'est le après combien de temps après? Le quart d'heure qui suit, on se sent complètement relaxé et ça dure. C'est dans le temps. Aussi, oui. Peut-être qu'on n'est pas... Un hammam, c'est bien aussi, un sauna. Absolument. Bon, allez, on va passer à un sujet qui n'est pas facile, mais en tant qu'émission, on va dire qu'il s'intéresse aux problématiques de tout un chacun, il faut en parler. On va parler de cette relation patient-docteur dans le cadre de la pathologie cancéreuse. Voilà. Moi-même, j'ai du mal à annoncer le sujet. Merci beaucoup. On reste ensemble. Eh bien, docteur Hussam Haddad, merci beaucoup d'être là. Vous êtes médecin oncologue à Tanger. Merci d'avoir fait le déplacement pour nos téléspectateurs. Et avec vous aujourd'hui, ce sujet qui vous tient à cœur, à vous en tant que professionnel de la santé, en tant que spécialiste, à savoir cette relation entre vous, médecin, et les patients que vous suivez pour cette pathologie lourde, ces pathologies lourdes qui sont autour de la maladie cancéreuse. Alors, vous insistez énormément sur l'annonce de la maladie. On va en parler dans quelques instants, juste après ce petit reportage. L'annonce de la maladie cancéreuse à un patient, elle dépend du patient qui est en face du médecin. Un patient très angoissé, il faut savoir modérer les mots pour le faire adhérer au traitement qu'on va proposer. Souvent, c'est bien accepté. 1, parce qu'il y a la famille. 2, parce qu'il y a la foi également. Un patient qui vient et vous dit « Hada maktab aliya » هذا قدر الله هذه امتحان من عند ربي. À ce moment-là, on comprend qu'il y aura un passage et un courant et un feeling entre le patient et le médecin. Et l'annonce se fait aisément. Les infirmières, bien évidemment, elles rassurent, elles font un soutien en parallèle. Elles suivent le malade, elles font le traitement et elles parlent avec le malade. La communication, elle est très importante. Si l'infirmière ne parle pas, ça sert strictement à rien à faire des gestes plutôt mécaniques ou des gestes sans le contact humain. Ça rassure le malade et ça lui permet d'être plus à l'aise à recevoir son traitement. L'association marocaine des
accompagnement psychologique et esthétique des malades atteints de cancer, à MAPEMAC, a un rôle en aval et en amont. On fait le suivi psychologique du malade, que ce soit au début du cancer, au cours du traitement et après lorsqu'il est guéri, entre parenthèses, parce que il y a beaucoup de malades qui restent stressés par la récidive de la maladie par la suite. Sur le plan extérieur également, on intervient sur le rétablissement de la beauté de la femme en général. Par exemple, une femme qui a une ablation de sein, l'association prend en charge une prothèse mammaire externe qui est importante pour la beauté de la femme et également pour l'équilibre de la colonne vertébrale. On propose des perruques, des soins esthétiques également pour tout ce qui est perte de la chevelure et des sourcils, des cils, etc., qui sont des effets secondaires de la chimiothérapie. Le cancer est une maladie considérée comme chronique. Et le médecin vit pratiquement la maladie avec le patient. Cela dure des mois et des mois, parfois des années. Donc ce qui fait, il y a une certaine relation beaucoup plus amicale qui se lie entre le patient et le médecin, qui se lie entre le médecin, le patient et la famille. Et je vous dis, quand on le perd, on a très mal. Le médecin a très mal. Et en fait, ça fait du bien de savoir qu'il y a de l'humanité derrière la blouse blanche, docteur Hassan Haddad. Tout à fait. Pour faire un peu le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, avec ce que vous avez dit par rapport à la relation dans un couple, à long terme, on a l'impression que c'est aussi un couple. C'est le médecin et son malade. Donc, ce n'est pas un client, c'est un partenaire des soins. Pourquoi? Parce que c'est un parcours à long terme. Mais ça, c'est pour vous en particulier ou c'est l'idée générale pour tous les spécialistes? Parce qu'on a des patients qui rapportent d'autres informations. Certains le vivent bien avec leur médecin, ont une vraie relation, comme vous dites, et d'autres ont eu de très mauvaises expériences. Partout, il y a le bon et le mauvais. Donc, le médecin, dans tous les cas, il a toujours de bonnes intentions. Il essaie de faire de son mieux pour réussir cette relation médecin-malade parce que c'est le garant de la suite du traitement, de l'observance de ce traitement. On sait que c'est des traitements très lourds et pour continuer ce parcours, il faut vraiment qu'il y ait de la complicité, qu'il y ait beaucoup de respect et beaucoup de confiance entre le médecin et entre le patient et son médecin. Cette confiance, elle se construit au fil du temps. Mais elle commence d'abord par l'annonce. Exactement, c'est un moment crucial dans cette relation. Alors, ce qu'on vient de voir dans le reportage, c'est que le spécialiste qui est avec nous disait que ça dépend du patient en face. Oui. Et donc, c'est au médecin de trouver le canal. Exactement. C'est un moment très, très éprouvant, aussi bien pour le médecin que pour le patient. Le patient, il est dans la réception et le médecin, il est en train de lui donner des informations. Sauf que dans cette consultation d'annonce, il y a des moments très importants. C'est de voir d'abord ce que c'est le patient. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Parce qu'on n'est pas les premiers à voir le patient. On est des thérapeutes, mais avant, il y a eu des gens qui ont fait le diagnostic. Il y a eu un passage chez le radiologue, un passage chez l'anatomopathologiste et avant un passage chez le spécialiste d'organes qui a fait ce diagnostic, que ce soit un gastro, un pneumo, un chirurgien. Et donc peut-être qu'il lui a lancé un peu d'informations. On sait maintenant avec l'ère numérique, il y a des patients qui voient leur examen anatomopathologiste, qui vont aller chercher sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, avant de venir vous consulter, ils connaissent déjà des notions de leur maladie. C'est une mauvaise chose? Pas vraiment, non. C'est une sorte de préparation. Parce qu'au lieu d'avoir un stade 0 de connaissance, on est au moins un stade 2, un stade 3, qui nous permet quand même d'avancer dans ce discours qui doit être très interactif. Et chose importante, il faut toujours écouter le patient. Il faut toujours répondre à ses questions et c'est ce qu'il attend de son patient, de son médecin. Ça dure combien de temps en général cette annonce? Elle peut durer facilement 40-45 minutes parce que d'abord on demande au patient ce qu'il sait. Et à un moment donné, on commence à lui poser des questions. Elles peuvent être ouvertes, elles peuvent être fermées. Et à un moment donné, il faut bien l'écouter. Et aussi respecter ses silences. Comme ça, le patient, il sait que vous l'écoutez correctement, que vous n'êtes pas pressé d'abord. C'est très important. Et aussi, il faut aussi reformuler ce qu'il a dit. Et ça permet au patient de dire que mon médecin il est en train de m'écouter, il est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez l'espoir de ce malade. Exactement. Vous en êtes conscient, docteur?
du poids qu'on peut poser sur vous en tant que médecin. C'est ça la difficulté du médecin cancérologue, c'est de trouver un compromis entre répondre, entre être disponible, mais en même temps ne pas être envahi. Parce qu'il y a l'empathie et l'envahissement. Il faut être empathique, c'est-à-dire il faut accepter ce que dit le malade. Il faut essayer de le comprendre pour mieux l'assimiler. Mais en même temps, il ne faut pas être envahi par les émotions. Vous arrivez à faire cette part des choses? Dans la pratique quotidienne, on fait du maximum, on fait de notre mieux. Mais vous n'êtes pas des machines, vous êtes des humains aussi. Exactement, exactement. Nous aussi, comme l'a dit Dr Hadji, quand on perd un malade, c'est un moment difficile. Et parfois, c'est un moment important aussi pour la famille. Dans la maladie cancéreuse, on suit le patient depuis le diagnostic jusqu'au décès. C'est ça. Et parfois, on a l'impression que la famille, elle a besoin de vous voir après le décès. Elle a juste besoin de partager 5 minutes de parole, de partager cette fin de vie. Vous faites partie de la famille pendant une période. Exactement. Donc cette complicité, elle fait la beauté de cette relation médecin-malade. Bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas. Les patients ne sont pas les mêmes. Il y a des patients qui sont trop exigeants. Il y a des patients qui vous en veulent. Il y a des patients qui connaissent votre souffrance aussi. Parce que le médecin aussi, on l'a dit, c'est un travail éprouvant. Mais en même temps, c'est un travail qui est passionnant. Parce qu'il n'y a pas que la médecine, que la machine, il y a aussi un volet psychologique qui est très riche. Est-ce qu'un médecin oncologue qui suit des personnes comme ça, malades, atteintes de cancer, donne son numéro de téléphone à ses patients? Est-ce que les patients peuvent vous joindre à n'importe quel moment? Tout à fait. On le donne de manière très, très réflexe. Et en même temps, les patients, en tous les cas, ils comprennent que le médecin n'a pas qu'un seul patient. Il a plusieurs patients. Et poliment, les patients s'excusent quand ils vous appellent tard. Et on comprend leur désarroi, on comprend leur angoisse. C'est ça. Donc, c'est pas n'importe quelle maladie. Aussi. Exactement. C'est une maladie d'angoisse aussi bien pour le médecin que pour son patient. Et pas uniquement le malade, il y a aussi la famille. C'est une maladie de la famille, du conjoint, des enfants. Donc, c'est un travail qui est lourd, mais ce qui est passionnant, c'est qu'on apprend au fil du temps. Alors, on n'a pas toujours bien mené une consultation d'annonce depuis le premier jour, mais on s'améliore au fil du temps. Vous avez peut-être besoin d'un cours de yoga ensuite. Tout à fait. C'est vrai. Énormément. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Il faut vraiment relaxer. Et trouver des moments. Parce que c'est pas facile ce que vous absorbez comme émotion. Exactement. Et trouver des moments de refuge, des moments de soutien dans le cadre du couple, de la famille et des amis et d'une tierce personne. Éventuellement, il y a aussi des cours de psycho-oncologie qui nous apprennent à mieux gérer les émotions, à la communication avec le patient. C'est important. Ça vous fait réagir, Yasmina? Absolument. Ce qui m'a interpellée chez Docteur, et vous n'êtes pas uniquement docteur, ce que je vois, vous êtes aussi thérapeute et coach, parce que vous avez absolument décrit lors de votre entretien avec le malade, un vrai coaching, c'est-à-dire la reformulation, l'écoute, tout ça. Absolument. Ceci dit, je suis aussi étonnée par le fait que c'est un conseil de coach que je me permets de vous dire, ça serait peut-être beaucoup plus écologique pour vous, autant que médecin, d'aller vous nettoyer avec un professionnel. Ouais. Quand je dis vous nettoyer, quand vous perdez un malade, autant que la famille, vous vivez un deuil. Tout à fait. Et c'est un deuil, on ne le fait pas seul. Ouais. Bien entendu, la famille est en deuil parce que la famille est aussi malade. Ouais. Le conjoint est aussi malade, les enfants. Et le médecin aussi, il a perdu quelqu'un avec qui il a tissé un lien pendant une certaine période, des mois ou des années. Il a perdu quelqu'un. Parce qu'ensuite, le risque peut-être, c'est que finalement, les spécialistes finissent par se barricader émotionnellement parce qu'ils ont vécu des deuils de patients perdus en devenant froids. Ça, c'est un risque aussi, peut-être. Une réaction psychologique, je dis peut-être n'importe quoi. Non, même avec l'expérience, on ne devient jamais froid. Vraiment, il y a beaucoup d'humanisme dans notre spécialité. Un patient ne ressemble pas à un autre. Et chaque patient vous fait vivre une expérience unique, entre guillemets. Donc vraiment, on ne va pas perdre un patient à chaque fois, parce qu'il y a des patients qui survivent à long terme, et on le dit toujours, c'est une maladie chronique. Donc on a, Dieu merci, des survies à 15 ans, à 20 ans. Donc c'est des patients qui vont aussi vous accompagner durant une bonne période. Et donner de l'espoir aux spécialistes pour les prochains malades. Très important, il faut toujours, même quand on parle aux patients aussi, il faut toujours expliquer beaucoup, il faut écouter beaucoup, et il faut aussi donner beaucoup d'espoir. Parce que même quand on donne une mauvaise nouvelle, il faut toujours l'accompagner d'une bonne nouvelle en parallèle, ou au moins de l'espoir.
Donc, le patient assimile ça dans un sens très positif. Très positif. Et c'est ce qui lui permet de continuer dans ce parcours. Sarah, vous voulez réagir? Vous avez de l'émotion. Oui, c'est un sujet qui me touche énormément. Et puis, j'aimerais bien que tous les médecins pensent comme ça et font comme ça, parce que des fois, on est dans des situations où on aimerait bien juste un petit accompagnement en tant que famille. Et pourtant, vous le dites, vous êtes dans le paramédical. Ben oui, mais des fois, même si en étant médecin dans le domaine, on n'entend pas toujours, malheureusement, il y a comme vous l'avez dit, il y a le bien et il y a le mal, il y a les gens qui sont bien, il y a des gens compréhensibles, il y a d'autres non. Des fois, même en étant professionnel, on a besoin juste qu'on nous explique, on nous rassure. Il y a des choses on est humain quand même. Vous êtes ému. Oui. On comprend. Merci. Allez, des questions de téléspectateurs, on y va? Parfait. Alors, on a une première question. J'ai l'impression que les soins palliatifs sont quasi inexistants au Maroc. Qu'en est-il réellement? Les soins palliatifs, c'est les soins d'accompagnement de douleur. Exactement. Il y a des soins de douleur, il y a les soins de fin de vie. Non, au contraire, c'est des choses qui ont été développées dans plusieurs villes du Maroc et ça existe. Il y a des unités dédiées à ça, il y a des équipes mobiles. Donc, c'est des soins qui existent. En même temps, le médecin lui-même, il essaie d'en procurer autant qu'il peut. Donc, ça existe au Maroc. Voilà, il faut se renseigner auprès de son médecin, normalement. Oui, auprès de son médecin d'abord, et puis ça c'est dans le privé. Dans le public, il y a des unités dédiées aux soins palliatifs. Donc c'est mis en place d'emblée pour la prise en charge. Oui, il y a un programme de soins palliatifs qui est déjà là. Allez, une autre question. J'ai dû changer d'oncologue, absolument, car j'ai été choquée par le peu de temps qu'il m'accordait. Est-ce normal? Non, c'est pas normal. Hein. Enfin, le normal, c'est de changer de médecin. On parle de nomadisme médical. Oui. Oui, ça existe. Et on l'a dit, c'est les premières consultations qui font ça. Pourquoi? Parce que le patient, il comprend tout. Il comprend votre communication verbale, il comprend aussi votre communication non verbale. Si vous êtes pressé, il le ressent. C'est ça. Parce que dans la communication, il y a 10% de verbal, mais 90% de non verbal. Quand vous donnez une mauvaise nouvelle, il faut que le médecin, il faut qu'il gère sa mimique, sa voix, son gestuel. Et tout ça, le patient le ressent. Et tout ça, vous l'avez appris où, docteur? Parce que je sais que vous n'avez pas forcément des cours. Les cours de psycho-oncologie, vous l'avez dit, sont récents. Oui. Mais lors de... Oh, vous êtes jeune, oui. OK. Mais lorsque vous avez étudié la médecine, je sais qu'on donne un module sur toutes les années d'études de médecine. Exactement. Il y a un seul module consacré à la psychologie médicale. À la psychologie en deuxième année médecine. C'est ça. Quand j'étais en deuxième. Alors, vous avez appris tout ça où? C'est avec l'expérience, en fait. Et c'est aussi avec l'amour de la discipline. Quand on aime ce qu'on fait, on se donne au maximum. L'amour de l'humain aussi? Bien sûr, bien sûr. L'amour de sa discipline, l'amour de l'humain et aussi l'identification. On a parlé de l'empathie, mais aussi l'identification. C'est-à-dire quand on est en face du malade, on essaie d'enlever la blouse blanche et de se mettre de l'autre côté. L'empathie. Oui, et on se dit, si j'étais de l'autre côté, comment j'aurais aimé que le médecin m'annonce? Et c'est à ce moment-là on arrive à réussir ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre humanisme, docteur Hossam Haddad. C'était un Merci. plaisir de vous avoir tous. Et vous avez donné, je pense, une lueur d'espoir à ces patients aussi, de comprendre leurs émotions. Oui. C'est très important qu'un médecin le fasse. Merci d'avoir été Merci avec à nous vous. sur le plateau d'On se dit tout. Mesdames, messieurs, je rappelle, Yasmina Oudriri, coach vie privée, managériale, Sarah Hay, orthophoniste. Vous nous faites un petit sourire avant de nous quitter, bien Sarah. sûr, Ça va. On a beaucoup rigolé. C'est vrai qu'on a fini sur un sujet qui est lourd, mais voilà, ça fait partie de la vie. C'est la vie. C'est la vie, absolument. Un sourire? Oui. Merci. Docteur Hossam Haddad, médecin oncologue, merci beaucoup. C'est moi qui à vous toutes et à remercie. tous. Très bonne suite des programmes sur Médien TV. On se dit tout revient la semaine prochaine. Au revoir.